3 choses ont contribué à la réputation stellaire de l'Empire Nexari. Une étrange obsession pour ce qu'ils appelaient des protocoles de chasse perfectionnés à un niveau de puissance militaire capable d'anéantir des systèmes stellaires et un niveau de bureaucratie qui ferait pleurer d'envie les anciennes règles fiscales terriennes. Cette 3e qualité est ce qui a finalement conduit à la création de la réserve du voile murmurant sur la lune forestière de Ketaran, un havre pour les plus privilégiés de la galaxie, afin de montrer leur prouesse technologique face à Mère Nature. Parce que apparemment prouver que vous pouvez tuer des créatures en silence est la prochaine étape logique après avoir maîtrisé le voyage plus rapide que la lumière et la manipulation quantique de la matière. L'ingénierie Nexari et un manque total de compréhension ironique étaient pleinement exposés dans la réserve. Une lune entière avait été terraformée pour fournir le terrain de chasse idéal, rempli de prédateurs génétiquement modifiés d'habitats augmentés, et de suffisamment d'équipements de surveillance pour détecter le battement de cœur d'un athée depuis l'orbite. Ensuite, en utilisant une technologie capable de prévoir le temps sur des planètes situées à 3 systèmes de distance, ils ont permis aux extraterrestres de chasser ces espèces de manière traditionnelle. Cette dissonance cognitive atteignait son apogée lors du championnat annuel de chasse silencieuse. Les chasseurs les plus accomplis de tout l'espace connu s'étaient rassemblés pendant 2 siècles pour chasser les prédateurs suprêmes de la réserve en s'appuyant uniquement sur la ruse, la furtivité et des armes qui ne déshonoreraient pas leurs ancêtres. Le hic, bien sûr, c'est que ces chasseurs appartenaient à une espèce dont les ancêtres utilisaient des marteaux gravitationnels et des pistolets à plasma bien avant que les humains ne découvrent que le feu était chaud. On pouvait extraire l'ironie pour un usage industriel tellement elle était omniprésente. Au championnat de cette année, les suspects habituels se sont présentés la noblesse de l'espace en congé de l'armée et toutes sortes d'êtres dont le sens de la valeur était déterminé par leur capacité à tuer des choses qui n'avaient pas les moyens technologiques de se défendre. Tout en discutant de stratégies qui auraient impressionné le spectre cybernétiquement augmenté de Sun Tzu, ils se pavanaient autour du pavillon principal de la réserve dans un équipement de chasse plus cher que certains budgets militaires mondiaux. Sans parler de Dex Hartwell. Tout ce que les Nexari ont découvert était symbolisé par Dex, à la fois intrigant et insupportable avec les gens. Il ne semblait avoir aucune formation formelle en xénobiologie ou en combat tactique, n'était ni un aristocrate, ni un officier militaire, et son équipement de chasse semblait être assemblé à partir de tout ce qui était disponible dans ce que les humains appelaient de manière pittoresque un magasin de surplus. Un manifeste de cargaison mal étiqueté, un douanier perplexe et ce que le corps diplomatique de Nexori appelait désormais cet épisode malheureux avec les formulaires avaient tous contribué à son arrivée au championnat. Il fut d'abord pris pour un serviteur par les autres concurrents. L'administrateur des réserves, le commandant Jexal, dont l'espèce avait probablement évolué à partir d'une preuve géométrique en colère, jeta un coup d'œil à l'humain avec le genre d'expression habituellement réservée aux bugs logiciels, qui était devenu conscient d'une manière ou d'une autre. Il mentionna le participant Hartwell, examinant sa tablette de données dans l'espoir vain que quelque chose ait pu changer au cours des 30 dernières secondes. Ce n'est pas une sorte de voyage de camping, tu sais, c'est le championnat de stock silencieux. Quand on lui a demandé « Je suis au courant », Dex a répondu en ajustant les sangles d'un sac à dos qui semblait être plus vieux que certains des arbres préservés. Mais je dois demander, parlez-vous de vraiment silencieux ou simplement silencieux à la Nexari quand vous mentionnez silencieux, puisque vos navettes furtives sonnaient comme un moteur de fret torturé. Il semble que seul Dex ait trouvé ce commentaire drôle. Les autres participants n'étaient pas aussi enthousiastes.
Vorak Shimmerkal, dont l'héritage reptilien lui avait conféré des compétences de camouflage innées et un ego visible depuis l'espace, était en train de peaufiner un harnais capable d'alimenter l'équipement d'une petite ville. Son ascendance Zentari a fini par faire de lui le choix le plus populaire pour les paris. Parce que sa race avait auparavant servi de prédateur suprême sur 12 planètes, mais en apprenant le voyage interstellaire, ils ont réalisé qu'ils pourraient potentiellement occuper ce rôle sur 120 autres. Alors que Vorak grognait ses écailles, changeant de couleur qui aurait fait poursuivre un arc-en-ciel, pour violation de brevets, l'humain racontait des blagues. Le Shadow Razor Crest a coûté la vie à 17 chasseurs au cours des 100 dernières années. Peut-être qu'il n'en est pas conscient. Les a silencieusement expédiés, si je puis me permettre. Prilak Gossamer, qui pouvait concevablement porter l'équipement de chasse d'une armée sur ses 6 bras, cliqueta ses mandibules de manière apparemment ludique. Pendant 1000 ans, les Velaris avaient mené une guerre pour enregistrer puis chasser chaque créature mortelle dans le bras spiralé. Leur patience et leur précision leur avaient bien servi dans cette entreprise. Testant la tension sur ce qui semblait être un lanceur de toile fabriqué par quelqu'un avec un excès d'éducation et un manque de bon sens, elle remarqua que l'assurance de cette personne était soit motivante, soit suicidaire. Pour être honnête, je ne sais pas lequel choisir. Comme Corinne Whisper parlait rarement quand il pouvait exprimer ses sentiments de suprématie éthérée, il resta silencieux. Corven, en revanche, incarnait l'idéal de supériorité des Mythols, même s'il avait un nez physique, car les Mythols étaient des êtres d'énergie qui avaient maîtrisé la manipulation de la matière grâce à une astuce cosmique. Tout le monde là-bas pensait qu'il était soit très intelligent, soit très malhonnête, car sa tactique de chasse incluait le changement de dimension, ce qui vous faisait ressentir une chose ou une autre à propos des règles de la physique. Les concurrents furent appelés à l'attention par le juge Kyrion Vex, un être dont la race avait atteint l'illumination grâce à des recherches méticuleuses sur les moyens les plus efficaces de meurtre dans le cosmos. Sa voix portait un air de contrôle autoritaire lorsqu'il présenta les êtres du championnat de stock silencieux comme s'il avait personnellement étranglé 3 systèmes solaires. Vous voilà contemplant 1500 kilomètres du terrain de chasse le plus périlleux de ce secteur galactique, les profondeurs de Tornwick. Les profondeurs de Tornwick s'étendaient au-delà du pavillon comme le produit du désir d'un fou pour plus de monstres dentus après avoir lu trop de contes de fées humains. Il semblait que des arbres anciens avaient appris la géométrie de dieux fous, car leurs dessins montaient en spirale vers le ciel. Au milieu d'un feuillage dense qui pourrait cacher des armées des créatures qui semblaient avoir été invoquées par un buveur de jour imaginatif, bruissait dans les sous-bois. « Votre proie » les informa le juge, est le légendaire Shadowma Razor Crest, prédateur suprême des profondeurs et détenteur de 17 tueries confirmées. Cet être a passé plus de 1000 ans en isolement affinant des instincts de chasse qui frôlent le surnaturel. Il peut détecter des champs électromagnétiques à 3 km de distance, traquer des proies à travers des barrières dimensionnelles et tuer avec une telle précision que ses victimes ne savent généralement pas qu'elles sont mortes avant quelques minutes après l'événement. « Les règles sont simples », dit le juge, faisant une pause pour l'effet un geste qui aurait été plus impressionnant si toute l'audience n'avait pas passé en revue les spécifications de la créature lors du briefing avant la chasse qui avait inclus des démonstrations holographiques et des évaluations tactiques qui avaient nécessité leur propre briefing. Pendant toute la durée de la chasse, tous les dispositifs de communication, les armes à énergie et les équipements de détection de puissance doivent être éteints.
Vous aurez 48 heures pour localiser, engager et revenir avec la preuve de votre prise. Le chasseur qui reviendra avec le trophée le plus impressionnant sera couronné champion et recevra la médaille Nexari de l'excellence en chasse, ainsi que le droit de nommer un astéroïde mineur à son nom. Avoir un astéroïde nommé d'après vous jusqu'à la fin de l'univers est la manifestation ultime du prestige galactique. Des questions Dex leva la main. Le silence total inclut-il la respiration? Parce que certaines de ces personnes respirent assez fort. Les écailles de Vortex ont changé de couleur, indiquant qu'il réfléchissait à la question de savoir si son meurtre avant la chasse officielle le disqualifierait de la compétition. Le juge répondit patiemment, comme s'il avait déjà traité des demandes humaines auparavant. Les fonctions biologiques naturelles sont autorisées. Cependant, tout bruit excessif entraînera la disqualification. D'accord, acquiesça Dex, portant son sac avec l'air insouciant de quelqu'un partant en randonnée le week-end, plutôt que de braver une confrontation imminente avec un prédateur galactique potentiellement mortel. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Y a-t-il des plantes ou des animaux venimeux dans la région dont je devrais me tenir éloigné? Les autres concurrents se regardèrent avec un mélange de confusion, d'irritation et de pensées possibles d'autodéfense, alors qu'il attirait l'attention de tous les prédateurs de la réserve avec son manque de sérieux apparemment suicidaire. Lors de leur briefing individuel, le personnel de la réserve passera en revue les dangers locaux, a déclaré le juge Quérion. Faites attention car les profondeurs abritent de nombreuses espèces qui mangent les chasseurs en dessert. 20 minutes plus tard, les concurrents se tenaient au bord des profondeurs de Thornwick, leurs briefings individuels, balises d'urgence et cartes détaillées devenant inutiles dès qu'ils entraient dans une forêt où les arbres poussaient selon une logique énigmatique. Les stations de surveillance Nexari étaient dispersées dans toute la réserve, car apparemment suivre voir des individus sensibles dévorés par des bêtes monstrueuses était une forme de divertissement populaire dans les sociétés plus développées. Vorax s'était occupé tout au long du briefing avec l'imagerie thermique et le calcul des emplacements d'embuscade appropriés et son équipement de chasse comprenait une armure corporelle caméléonique capable d'imiter n'importe quelle surface. Il possédait des neutralisateurs de phéromones pour dissimuler son odeur aux créatures dotées de sens olfactif, améliorer des amortisseurs de mouvement pour glisser à travers le sous-bois sans réveiller une seule feuille et une lame cristalline forgée au cœur d'une étoile mourante pour trancher les liaisons moléculaires avec le zèle d'un bureaucrate traitant les demandes de vacances. Ses 6 bras étaient équipés d'une variété de lanceurs de toiles de filet d'enchevêtrement et de dispositifs de capture qui immobilisaient la proie avant le coup fatal. Priya avait abordé la tâche avec la minutieuse rigueur qui avait fait des Velaris le service de contrôle des nuisibles le plus prospère de la galaxie. La taille cosmique et les expressions de supériorité dimensionnelle qui se traduisaient grosso modo par « tu ne comprendrais pas » étaient les principaux éléments de sa stratégie qui consistait à tisser une toile tridimensionnelle à travers une section de forêt, puis à attendre patiemment que le Shadowma tombe dans son piège. Son approche était systématique, efficace et aussi sportive qu'une arme nucléaire. Il semblait que son plan était de sauter entre différentes réalités jusqu'à en trouver une où l'ombre soit en train de somnoler préoccupée ou mieux encore morte de cause naturelle. C'était soit la stratégie de chasse la plus complexe jamais conçue, soit la méthode la plus élaborée pour éviter la chasse réelle que quiconque ait jamais imaginée. Pendant ce temps, Dex avait passé son briefing à s'enquérir de la sandwicherie de la réserve et de la sécurité de l'eau. La chasse a commencé à la première lumière à l'heure de Catamaran, jetant une lumière pâle sur la forêt illuminée par les étoiles jumelles du système à travers une canopée si dense qu'elle semblait être faite de matière solide.
les concurrents ont plongé dans les profondeurs avec l'assurance calme des prédateurs de pointe qui n'avaient jamais rencontré quoi que ce soit qu'ils ne pouvaient pas soumettre, capturer ou au moins effrayer jusqu'à la soumission. Vorak a activé son système de camouflage et a disparu dans ce qui semblait être un buisson agressif. Ces scanners thermiques ont commencé à cataloguer chaque signature thermique dans un rayon de 3 km et ces atténuateurs d'odeur ont progressivement masqué l'arôme distinctif de la confiance Zentari. Ces mouvements à travers la forêt ressemblaient à ceux d'une ombre vivante, soigneusement planifiée, pour ne pas perturber l'écologie sous-marine complexe tout en gardant un œil sur le Shadowmuck. C'était selon toute mesure rationnelle une démonstration exquise de stratégie prédatrice, mais c'était aussi entièrement incorrect. Il s'est avéré que le Shadow Razor Crest ne laissait pas de signature thermique car sa température corporelle était en équilibre avec son environnement. Il ne laissait pas de traces olfactives car il avait évolué au-delà de la nécessité de la biochimie conventionnelle. Et il n'était pas impressionné par les systèmes de camouflage ayant passé 1000 ans à apprendre à pénétrer toutes les technologies furtives que les Nexari pouvaient concocter. 6 heures de traque méticuleuse plus tard, Vorax avait capturé une famille de bêtes arboricoles dont la seule transgression avait été de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Ces amortisseurs d'odeur avaient dissimulé son approche et avec une précision chirurgicale, il les avait expédiés avec sa lame cristalline. La chasse avait toutes les caractéristiques d'une chasse qui aurait impressionné les juges sur une douzaine de mondes civilisés, mais hélas, le championnat de stock silencieux était uniquement consacré à la chasse du Razor Crest de la gueule de l'ombre et non à ces êtres flous et inoffensifs. L'approche méthodique de Prill fonctionnait comme prévu, ce qui signifiait qu'elle échouait de manière à impressionner les mathématiciens du chaos. Avec un réseau de dispositifs de capture si avancé qu'ils pourraient être inscrits à des concours d'ingénierie, ces lanceurs de toiles avaient réussi à couvrir environ 300 mètres de forêt. Chaque entrée et sortie de son territoire choisi avait été mesurée, cartographiée et équipée de suffisamment de matériel de retenue pour arrêter un cuirassé en charge. La Shadowma, faisant preuve soit d'une intelligence remarquable, soit d'un mépris cosmique pour les principes d'ingénierie Velari, avait apparemment choisi d'éviter toute sa section de forêt, car ses détecteurs de mouvement enregistraient le passage d'innombrables créatures locales. Alors qu'elle attendait patiemment un prédateur qui était probablement ailleurs, peut-être même en train de rire, si les Shadowmoss pouvaient rire, les xénobiologistes de la réserve étaient incertains, car la plupart des chercheurs qui s'étaient approchés suffisamment pour étudier les schémas comportementaux de la créature étaient devenus eux-mêmes des sujets de recherche. Les capteurs chimiques enregistraient une gamme intrigante de sécrétions provenant des plantes et des animaux. Le déphasage était efficace dans l'espace normal où les lois de la physique offraient une prévisibilité agréable qui permettait des écarts stratégiques par rapport à la réalité, mais la technique interdimensionnelle de Corven se heurtait à ce que les mytholes caractériseraient plus tard comme des problèmes conceptuels. Les profondeurs de Tornwick, en revanche, avaient été terraformées selon les principes d'ingénierie Nexari. Cela signifiait que le continuum espace-temps local avait été affiné, optimisé et équipé de suffisamment de modifications artificielles pour rendre le voyage interdimensionnel à peu près aussi fiable que les prévisions météorologiques galactiques. Chaque fois que Corvin essayait de changer de phase, il émergeait de dimensions qui n'existaient certainement pas lorsqu'il les avait traversées. D'une part, il avait été transporté dans une poche d'espace où les arbres poussaient vers le bas et où la gravité locale fonctionnait à temps partiel.
D'un autre côté, il s'était retrouvé dans une dimension où la forêt était pratiquement identique, à l'exception que tout était un peu plus violet et que les animaux indigènes parlaient une langue qui ressemblait à de la vieille poésie Nexari. À sa 4e tentative, il était arrivé à la conclusion que les ingénieurs des réserves avaient été soit totalement incompétents, soit extrêmement compétents au point de devenir incompétents en raison de leur propre expertise. Entre-temps, Dex avait trouvé un endroit agréable près d'un ruisseau sorti son déjeuner et s'installait pour attendre. Pour la plupart des espèces, l'idée de s'asseoir en silence et d'attendre que la proie s'approche était soit primitive, soit insensée. Après tout, les civilisations avancées avaient passé des milliers d'années à perfectionner des tactiques de prédation impliquant la technologie des tactiques et une planification stratégique suffisante pour conquérir de petits systèmes solaires. Alors que les autres concurrents étaient bien équipés en technologie et entraînés à la perfection, Dex voyait quelque chose que les humains avaient passé la majeure partie de leur histoire évolutive à faire être le genre de prédateur que les autres prédateurs traversaient les rues pour éviter. Cela était principalement dû au fait que les stratégies de chasse humaines étaient basées sur une obstination cosmique et ce que les théoriciens militaires appelleraient plus tard une persévérance déraisonnable. En tant que prédateur suprême, le Shadow Razor Crest chassait différemment des autres créatures de la forêt. Son style de chasse, semblable à celui d'un humain, consistait à se positionner là où les proies viendraient à lui, à attendre le moment parfait pour frapper, puis à le faire avec une efficacité qui rendrait les militaires verts de jalousie. Alors que ses concurrents sillonnaient la forêt avec suffisamment de technologie pour équiper une petite armée Dex, avaient trouvé l'endroit le plus logique pour qu'un prédateur patient attende. Ils étaient patients calculateurs et impitoyables dans leur approche pour mettre fin à l'existence d'autres créatures. En d'autres termes, ils étaient exactement comme les humains, sauf qu'ils n'avaient pas développé de cadre philosophique complexe pour justifier leur comportement. Le ruisseau gargouillait à travers la forêt avec une régularité qui suggérait que Nexari était suivi, et après 36 heures à observer ses concurrents ne rien accomplir avec des méthodes sophistiquées, Dex commença à soupçonner que cela pourrait être brillant, car il se trouvait près de la seule source d'eau fiable dans cette partie de la réserve. Puisque chaque créature dans la forêt aurait éventuellement besoin d'eau, cela signifiait qu'à un moment donné, quelqu'un d'assez intelligent pour simplement attendre passerait à portée de frappe de chaque créature. L'eau était propre, froide et contenait probablement suffisamment de minéraux pour maintenir la santé de chaque créature dans un rayon de 50 kilomètres. Les ingénieurs avaient déterminé les débits optimaux pour un soutien maximal de l'écosystème, donc c'était idéal pour un prédateur rationnel d'établir son territoire et d'attendre que son repas arrive. Après 31 heures passées assis au bord du ruisseau Dex, sentit enfin la présence du Shadow Razor Crest. Le premier indicateur révélateur fut l'absence totale de son qui accompagnait auparavant l'écosystème normal de la forêt, le bruit des feuilles qui bruissent et le mouvement de petites créatures à travers les broussailles. Comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton de mise en sourdine cosmique et avait oublié d'en informer les arbres, les cris lointains de ce qui était probablement des oiseaux, mais auraient pu être n'importe quoi d'autre, cessèrent brusquement. Le deuxième indicateur était une baisse notable de la température. Il faisait encore trop froid pour voir sa respiration, mais il faisait assez froid pour que les animaux de proie intelligents réévaluaient leur choix de vie. Le troisième indicateur était un sentiment accablant d'être observé. Ce n'était pas une paranoïa forestière ordinaire, mais plutôt la certitude précise que quelque chose d'intelligent et de malveillant vous observait comme un auditeur fiscal analysant des notes de frais.
Un être humain normal dans cette situation aurait scruté la forêt, cherché la source de la tension et se serait généralement engagé dans une activité défensive qu'il aurait immédiatement identifiée comme une proie plutôt qu'un prédateur. Cependant, Dex restait complètement immobile malgré tous ses instincts qui lui disaient de ne pas le faire. Il continua à grignoter son sandwich avec l'indifférence désinvolte de quelqu'un qui n'avait soit pas remarqué, soit été trop ignorant pour se soucier du changement soudain des conditions locales. Hors de la forêt est sorti le Shadowmar Razor Crest, un cauchemar conçu par un comité qui mesurait environ 3 mètres de haut et avait une constitution qui suggérait que l'évolution avait passé beaucoup de temps à perfectionner l'art de tuer des choses efficacement. Son armure naturelle recouvrait son corps, et ses yeux brillaient d'une intelligence qui faisait douter les philosophes de la valeur de la conscience. Il étudiait les ponts avec la concentration prédatrice d'un pêcheur, essayant de déterminer si la créature étrange assise près du ruisseau était de la nourriture, une menace ou quelque chose de si étrange qu'une nouvelle catégorie de réponse pourrait être nécessaire. Avec la précision minutieuse de quelqu'un qui avait été élevé en croyant que jeter des déchets était un crime plus grave que le meurtre d'Ex, termina son sandwich, plia l'emballage et le plaça dans son sac. Il leva ensuite les yeux vers le Shadowmar et dit « Belle matinée, n'est-ce pas ?» L'inclinaison de la tête du Shadowmar était un signe clair qu'il était surpris par la réponse. Alors que Dex continuait nonchalamment, je suis assis ici depuis plus d'une journée. Il regardait les autres chasseurs tâtonner à travers la forêt comme des touristes perdus à la recherche des toilettes. Tu sais ce qui est drôle? Ils essaient tous de te chasser comme si tu étais une sorte d'animal. Les yeux du mât de l'ombre se rétrécirent, indiquant soit un intérêt accru, soit la menace imminente de violence. Quand il s'agissait de prédateurs suprêmes, la différence n'était généralement qu'une question de sémantique. « Cependant, tu n'es pas juste un animal, n'est-ce pas ?» demanda Dex, son assurance inébranlable, suggérant qu'il était soit totalement intrépide, soit qu'il avait atteint un degré absurde d'ignorance qui dépassait ce qui était considéré comme normal pour les humains. « Tu es un véritable prédateur, tu sais. Tu n'as pas besoin de courir après tes proies à travers la forêt. Au lieu de cela, tu les attires à toi, tout comme je l'ai fait. » Deck, qui restait assis le dos appuyé contre un arbre probablement plus vieux que la civilisation humaine, a mentionné que la seule différence entre nous était que j'avais des collations. Le Shadowm se déplaçait avec la grâce fluide de quelque chose qui n'avait jamais eu à se soucier de trébucher. Il était prudent, calculé et complètement silencieux. L'ombre se figea, essayant manifestement de comprendre une interaction sociale qui défiait tous les schémas comportementaux qu'elle avait rencontrés au cours de ses 1000 années d'existence. Les animaux proies réagissaient de l'une des 3 manières suivantes: ils couraient, se cachaient ou se battaient. Il sortit de son sac ce qui ressemblait à un bâton de viande conservé, le genre de nourriture transformée qui pourrait survivre à une guerre nucléaire et rester techniquement comestible. « En veux-tu? » « J'en ai plein. Ils n'ont même pas proposé de partager la note. »« Je sais ce que tu penses, » dit Dex, mordant nonchalamment dans son bâton de viande, comme s'il parlait de la météo au lieu de sa mort imminente. Cet humain a soit perdu la tête, soit c'est la chose la plus dangereuse de cette forêt. Et honnêtement, je ne suis même pas sûr de savoir lequel des deux c'est. Tu sais ce que j'ai compris à ton sujet? Tu sais ce que j'ai compris à ton sujet? Demanda le Shadowmar, avec le mouvement fluide de quelque chose qui avait décidé que cette conversation valait la peine d'être menée avant de prendre des décisions irréversibles concernant le fait de manger quelqu'un. Tu t'ennuies, continua Dex, semblant prendre la décision de la créature de ne pas le tuer immédiatement comme une permission de continuer à parler. Tu domines cette forêt depuis si longtemps maintenant que la chasse n'est plus excitante.
Tous les animaux ici sont soit assez stupides pour t'éviter, soit trop faciles à attraper. Ces chasseurs qui se présentent pour le championnat ne sont rien de plus que des touristes avec du matériel sophistiqué, et ça ne vaut pas la peine de les chasser. Une lueur de curiosité vacilla dans les yeux flamboyants du Shadowm, alors qu'il penchait davantage la tête. « Mais je suis différent », continua Dex, se levant lentement et avec des gestes non menaçants. « Je n'essaie pas du tout de te chasser. Nous avons probablement plus en commun que les gens ne le pensent, alors je fais de mon mieux pour te connaître. » Il s'approcha du ruisseau, son assurance inébranlable, donnant l'impression qu'il était soit complètement fou, soit qu'il utilisait un niveau de stratégie qui défie la compréhension humaine. Nous sommes tous les deux des prédateurs de haut niveau qui se sont retrouvés dans des situations précaires, la seule différence étant que j'avais un livre avec moi. Le roman de poche abîmait le genre que les humains dévoraient en quantité massive, avant de l'oublier, était avec Dex alors qu'il fouillait dans son sac. Il s'agissait d'un type qui, face à des extraterrestres hostiles, devait compter sur son intelligence et une quantité absurde de chance pour survivre. Je pensais que tu pourrais trouver ça intéressant vu les circonstances. Dex se rassit et ouvrit le livre à une page inconnue, tandis que le Shadowma le fixait avec une expression habituellement réservée aux objets qui viennent de briser plusieurs lois fondamentales de la physique. Apparemment, se voir offrir du matériel de lecture par une proie potentielle n'était pas l'une des réponses comportementales que l'évolution avait programmées dans son système nerveux. Pendant les 6 heures qui suivirent, Dex s'assit près du ruisseau, lisant à voix haute un roman d'aventure humain, tandis que le prédateur le plus dangereux de la galaxie écoutait attentivement comme s'il était un étudiant dans une salle de cours universitaire. Si cela vous a plu, gardez-le. Si ce n'est pas le cas, je suppose que tu peux toujours me dévorer et trouver quelque chose de plus engageant à faire. Avec un son qui aurait pu être de l'approbation de la déception ou un commentaire cosmique sur la qualité de la littérature humaine, l'ombre m'a laissé échapper un soupir alors que le protagoniste du livre s'échappait enfin de la planète extraterrestre, laissant les xénobiologistes et philosophes galactiques remettre en question leur choix de carrière et la valeur de la conscience. « Je m'excuse, » dit Dex en fermant le livre avec un remords sincère. « C'est tout ce que j'ai apporté, mais si ça t'intéresse, je peux probablement t'acheter la suite. » Après cela, il se leva, se promena jusqu'au ruisseau pour boire, puis revint à une posture qui suggérait clairement qu'il attendait que Dex commence le prochain chapitre. « Je suppose que c'est ici que je suis censé te tuer et traîner ta tête pour prouver que je suis le plus grand chasseur de la galaxie. » Continua Dex, de manière conversationnelle, alors que l'homme se retrouvait sur une nouvelle planète, cette fois, avec des extraterrestres encore plus dangereux et une chance encore moins raisonnable. Le Shadowma le regarda avec ce qui aurait pu être de l'amusement en supposant que les machines à tuer cosmiques soient capables de trouver quoi que ce soit d'amusant. Le problème, c'est que c'est tout simplement stupide, n'est-ce pas? Il semble que je sois la première personne que vous rencontrez qui ne crie pas et ne s'enfuit pas, et vous êtes certainement le plus captivant interlocuteur que j'ai rencontré depuis longtemps. Un autre bruit fut produit par le mât de l'ombre. Celui-ci rend tout à fait évident que nous sommes d'accord. Avec un dernier plongeon dans son sac, Dex a révélé ses pensées.